était enfant, il aimait plus que tout gagner au Monopoly. Aujourd'hui, le jeu est devenu réalité. L'empire financier de Bill Gates domine la planète. Né à Seattle en 1955, William Henry Gates III manifeste très tôt un vif intérêt pour la technologie et l'informatique. Pendant ses études secondaires, il passe tous ses temps libres dans la salle d'ordinateur de son école. Il partage sa passion avec un copain du nom de Paul Allen, avec qui il commence à créer des logiciels. Quelques années plus tard, il quitte des études à peine entamées à l'université de Harvard pour se consacrer à plein temps à la compagnie qu'il a mise sur pied avec Paul Allen, Microsoft. Le duo Gates-Allen connaît un succès immédiat. En 1978, les ventes de Microsoft frôlent le million de dollars. La rencontre de Microsoft avec IBM au début des années 80 marque le début d'une histoire à succès sans précédent. Le système d'opération MS-DOS, conçu par Microsoft, combiné à l'ordinateur personnel d'IBM, devient alors la norme de l'industrie. En 1985, Microsoft enregistre des ventes de 140 millions de dollars et en 1987, Bill Gates, maintenant seul à la tête de la compagnie, devient le plus jeune milliardaire de l'histoire. Si Microsoft est aujourd'hui le géant que l'on connaît, c'est grâce à l'ingéniosité de son dirigeant et à son sens aigu des affaires. Visionnaire né, Bill Gates a sans contredit initié l'une des plus grandes révolutions du XXe siècle. Quand les historiens et les biographes se pencheront sur le XXe siècle, ils parleront de Bill Gates comme du plus grand homme d'affaires de ce siècle et classeront Microsoft parmi les meilleures compagnies de l'époque. Paul Allen et lui ont su voir dès le début à quel point tout cela pourrait avoir des répercussions sur la vie des gens. Adolescent, il se doutait déjà que les ordinateurs prendraient une importance particulière dans sa vie. Bill Gates est très efficace parce qu'il a du plaisir. Il s'amuse, exactement comme il le faisait enfant. Je crois que les gens ont l'impression que Microsoft a toujours utilisé des procédés déloyaux pour réussir. Je suis convaincu que dans 100 ans, on le rangera dans la catégorie des Rockefeller, des Carnegie et des Ford. Ces gens ont tous marqué leur époque. Les racines de Bill Gates se trouvent dans le nord-ouest des États-Unis, une région dont les ressources et la beauté sauvage ont inspiré de nombreux pionniers et visionnaires. Son arrière-grand-père, J.W. Maxwell, fonde la première banque nationale à Seattle. Les Maxwell apprécient leur statut social, mais restent simples. Leur garçon, Willard, banquier également, et son épouse, Adele, compteront parmi les notables de Seattle. Leur fille unique, Mary, jeune femme vive et intelligente, fait de brillantes études à l'Université de Washington. Sportive et sociable, elle se fait parfois surnommer Giggles. Son énergie et sa vitalité impressionnent tous ceux qui la côtoient. On remarque toujours quelques étudiants qui cherchent à se trouver au cœur de l'action. Et c'était le cas de Mary. C'était une jeune fille naturelle, franche, charmante, mais très déterminée. C'est à l'université que Mary fait la connaissance d'un jeune homme discret et studieux dont elle s'éprend. Ce jeune homme, Bill Gates, fils, est appelé à devenir l'un des avocats les plus en vue de Seattle. Quand les deux jeunes gens se marient en 1951, Mary décide de laisser sa carrière d'enseignante pour se consacrer à sa famille ainsi qu'à des œuvres de charité. L'aîné de leurs 3 enfants, Christy, naît en 1953. Son frère, Bill, voit le jour le 28 octobre 1955. On le surnomme Trey. Bill était le 3e à porter le nom de William Gates. Les amateurs de cartes dans la famille avaient tendance à nommer Trey tout ce qui se rapportait au chiffre 3. C'est ainsi que ce surnom est apparu. Tout jeune déjà, Bill est très proche de sa mère. Il la suit dans les écoles de Seattle où elle fait du bénévolat. Le jeune garçon précoce a au fait de parcourir les encyclopédies.
Il disparaissait parfois de longues heures et quand je l'interpellais pour savoir ce qu'il faisait, il me répondait « Je pense, maman ». La curiosité, dit-on, est un bien vilain défaut. Pas pour Bill. Il était très curieux, toujours avide d'en savoir plus, et ses parents l'encourageaient beaucoup. La famille Gates favorise la compétition. Le jeune Bill aime faire ses preuves dans diverses activités, autant extérieures qu'intérieures. Ses jeux de société favoris sont Risk, dont le but n'est rien de moins que la conquête du monde, et Monopoly, où l'on peut devenir riche si l'on sait saisir les bonnes occasions. Ses sœurs et lui jouaient dans un esprit de compétition. Ils jouaient aux cartes et faisaient même des casse-têtes dans cet esprit. Tout devenait prétexte à concours. Bill voulait réussir tout ce qu'il essayait. Il voulait y arriver aussi bien que les autres. Chaque été, les Gates vont à leur résidence secondaire qu'ils ont nommée Cheerio. Elle est située sur les rives du canal Hood. Ils organisent là, avec parents et amis, leurs Jeux olympiques. Quiconque demeurait quelques jours là avec eux revenait exténué d'avoir pris part à tous ces jeux. C'était animé, très compétitif, sans aucun doute. Tout le monde participait, adultes et enfants. On ne pouvait pas s'y ennuyer. À l'exposition universelle de 1962 à Seattle, on aperçoit les merveilles prédites pour le 21e siècle, dont l'informatique. Le jeune Bill en a plein la vue. Imagine, if you can, an electronic brain. Bill retournera souvent voir l'exposition. Déjà, son talent inné pour les mathématiques et les sciences se remarque. Son côté solitaire se manifeste également. Bill entame sa préadolescence. Un peu rebelle, il connaît des désaccords avec sa mère. Mary et moi venions de familles rangées. Nous voulions transmettre à nos enfants une discipline semblable à celle que nous avions connue. Or, cette méthode fonctionnait mal avec Bill. Vers 11 ou 12 ans, il est devenu plutôt indépendant. Il semblait déjà prêt à prendre sa vie en main, en quelque sorte. Il voulait choisir lui-même ce qu'il ferait ou non. Ce n'était pas facile, surtout pour Mary. Bill était un peu perdu à l'époque. Il se sentait mal à l'aise à l'école. Il ne savait trop que faire de son temps. C'était de toute évidence un garçon brillant, mais il lui manquait un but. Il est allé rencontrer un conseiller et il a également changé d'école. Les parents de Bill favorisent l'école publique, mais considèrent qu'il serait plus encadré à Lakeside, la meilleure école préparatoire privée de Seattle, qui n'accepte que la crème des étudiants. Là, Bill s'épanouit, crée de nouvelles amitiés et relève de nouveaux défis scolaires. Il excellait en mathématiques, mais aussi sur les planches. C'était un comédien formidable. De plus, tous les sujets de lecture l'intéressaient. En fait, il ne se limitait pas aux sciences et aux mathématiques. Il était ouvert à tout. En 1969, alors que Bill arrive à l'école secondaire, le programme spatial américain est à son apogée. En juillet, des hommes vont sur la Lune avec Apollo 11. Cet exploit se produit grâce à des ordinateurs gigantesques qui coûtent des millions de dollars et requièrent une multitude de personnes pour fonctionner. À l'époque, la plupart des écoles n'envisagent même pas de se procurer un tel appareil, mais Lakeside réussit à utiliser l'ordinateur d'une compagnie de Seattle par le biais d'un télétype. Cela s'avérera décisif pour Bill Gates. Le jeune homme s'extasie sur le potentiel de la machine, pourtant rudimentaire, et finit par passer tous ses temps libres dans la salle d'ordinateur. On a souvent raconté cette histoire, mais elle est vraie. Il se levait en pleine nuit, partait travailler sur l'ordinateur et revenait sans que nous ne nous soyons aperçus de son départ. Un jour, des parents avaient demandé au directeur « Faites-vous face à des problèmes de drogue dans votre école ?» Il avait répondu « De drogue, non, mais certains élèves ont développé une dépendance aux ordinateurs. » Bill Gates partage sa passion avec Paul Allen, un étudiant plus âgé et nettement plus costaud. Allen est tranquille et contemplatif, alors que Bill peut se montrer tonitruant et contestataire.
personne ne peut se douter que ce curieux duo changera le monde. Ils ont entrepris de réaliser des logiciels ensemble. Tous deux étaient compétitifs et ils ont eu quelques conflits. Un jour, Paul Allen a chassé Bill Gates du groupe de travail, mais il s'est vite aperçu qu'il en avait besoin. Quand il a rappelé Bill, celui-ci a dit « Je suis bien content de revenir, mais cette fois, je prends les choses en main. » En 1970, les deux compères décrochent un premier contrat. Bill a alors 15 ans. Ils mettent sur pied Traf-O-Data, un programme capable de mesurer le flux de la circulation automobile dans la région de Seattle. Cela leur rapporte 20 000 $ américains. Bill pourrait profiter de l'argent de sa famille, mais il désire faire fortune par lui-même. Le père d'un ami d'enfance de Bill raconte que le jeune homme a toujours eu du flair en matière d'argent. Il connaissait la valeur d'un contrat. Il en a déjà signé un lui permettant d'utiliser le gant de baseball de sa sœur aînée. C'était un document tout à fait légal. Durant l'été 1972, Bill, 17 ans, travaille au Sénat à Washington comme coursier. Ce contact avec la politique et le gouvernement lui sera profitable plus tard. De retour à la maison cet automne-là, il s'absente fréquemment de l'école. Paul Allen et lui décrochent leur premier emploi régulier en informatique. Ils envisagent de s'établir à leur compte, mais les parents de Bill tiennent à ce qu'il termine son secondaire et aille à l'université. Sa mère s'inquiétait. Elle trouvait que son fils avait peu de facilité à socialiser. C'était peut-être le cas, mais il ne se montrait ni agressif ni insolent. Il avait tout simplement autre chose en tête. C'est un génie, il a d'autres priorités. Bill obtient son diplôme de Lakeside en 1973 et, à la grande fierté de ses parents, il est accepté à l'université Harvard. Mais son destin le mènera bientôt ailleurs. Vous regardez Les Hommes de science à Biographie. Même si le Jeep Grand Cherokee est plus raffiné et plus sophistiqué que jamais, soyez certain qu'il n'a rien perdu de son instinct animal. Pour 439 $ par mois, obtenez le légendaire Jeep Grand Cherokee Laredo. Nous sommes sur le point d'entrer dans la 5e dimension, où l'être humain peut voyager à la vitesse de la pensée. N'ayez pas peur. Message. La 5e dimension. Seulement sur Internet haute vitesse Vidéotron. Savourez 10 morceaux de tendre et juteux poulet et tous les accompagnements avec le régal d'été de Kentucky, incluant un sac de brownies d'antan. Le tout pour seulement $19,99. Kentucky, c'est bon à s'en lécher les doigts. Et 10. Oh, salut, je suis Richard Simmons et je suis ici pour vous parler de votre santé. Pour l'exercice physique, vous savez qu'il faut suer et suer et suer. Côté nutrition, qu'il faut éviter les vilaines matières grasses. Et enfin, qu'il faut d'excellentes nuits de sommeil. Seuls les matelas Simmons Beauty Rest sont dotés de ressorts en sachet Contour Flex à action indépendante. La personne qui est à côté de vous bouge, vous non. Donc une meilleure nuit de sommeil, en voilà vous ici. Une chambre sombre, fraîche et tranquille et un matelas... Le Beauty Rest de Simmons, le matelas boule de quille. Daniel Berthiaume vous propose un voyage des sens par les 4 éléments. L'eau,
le feu, l'air et la terre, enfin réunis sur un même disque. Daniel Berthiaume transcende toutes les dimensions du possible. Les 4 éléments en vente partout. Regardez Les Hommes de Science à Biographie. À l'automne 1973, Bill Gates quitte sa famille et Seattle pour se rendre à Cambridge, au Massachusetts. Lors de sa première année à Harvard, il envisage vaguement une carrière d'avocat, mais rien n'arrive à l'enthousiasmer autant que les ordinateurs. Quand Bill s'intéressait à quelque chose, il y mettait beaucoup d'efforts. Par contre, il négligeait ce qui le passionnait moins, dont certaines matières scolaires, où il ne réussissait que parce qu'il était doué. Je me souviens d'un cours d'introduction à la littérature grecque, pour lequel, me semble-t-il, il n'avait pas travaillé de l'année. Il n'a pas dormi la nuit précédant l'examen, s'est assoupi pendant celui-ci et a quand même obtenu un B. Il n'est pas surprenant que Bill Gates s'endorme durant un examen. Avec ses études et tout le temps qu'il passe au local d'informatique, il semble courir 24 heures par jour. Il n'avait jamais envie d'interrompre ce qu'il faisait, peu importe ce que c'était. Il finissait par gagner sa chambre et s'y endormir sans se déshabiller, dans un lit déjà défait. Il n'avait bien sûr pas de temps à consacrer à ce genre de tâches. Par sa porte ouverte, on l'apercevait là, encore vêtu, endormi. Dès qu'il s'éveillait, il repartait. Bill reste assez longtemps à Harvard pour créer quelques amitiés durables, mais sa vie sociale n'est guère une priorité. À l'époque, il n'a que quelques petites amies, rien de bien sérieux. J'ai interviewé des femmes qui ont un peu fréquenté Bill. L'une d'elles m'a raconté que la première question qu'il lui avait posée était « Combien as-tu eu à ton examen d'entrée à l'université ?» On devine que ce n'est pas tout à fait ce qu'une jeune fille rêve d'entendre. Mais Bill avait obtenu la note parfaite de 800 pour la portion de l'examen concernant les mathématiques. Il en était très fier et souhaitait fréquenter une fille qui avait bien réussi, elle aussi. Bill excelle en mathématiques, mais quand il constate qu'il n'est pas le meilleur, il décide de ne pas devenir mathématicien. Il n'a pas encore arrêté son choix sur quoi que ce soit et développe de nouvelles habiletés autres que scolaires. Il a consacré beaucoup de temps à jouer aux jeux électroniques, ainsi qu'au poker, auquel nous nous sommes tous adonnés à l'université. Le poker nécessite un esprit compétitif et constitue, en quelque sorte, l'une des meilleures préparations au monde des affaires. Bill a connu des débuts modestes à ce jeu, mais il a vite appris. Paul Allen, son ancien compagnon d'école et d'affaires, a quitté Seattle et s'est établi à Boston pour un emploi. En décembre 1974, il lit dans une revue que le premier micro-ordinateur, le Altair 8800, est sur le point de faire son entrée sur le marché. Il s'empresse de montrer cela à Bill. Les deux amis comprennent que ceci annonce l'ère de l'ordinateur personnel. Ils ont vu tout le potentiel qu'il y avait là. Ils ont compris instantanément que ça changerait la société. Le micro-ordinateur Altair est conçu par une petite entreprise d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, située tout près de la zone d'essai nucléaire à Alamogordo. Ed Roberts, qui dirige la compagnie, cherche quelqu'un pour créer un logiciel qui fonctionnerait sur son ordinateur. Gates et Allen le persuadent de les engager. Ils travaillent jour et nuit pendant 2 mois au local d'informatique de Harvard. En février 1975, Paul Allen va essayer le logiciel à Albuquerque. Quand il l'installe dans le Altair et compose ce que Bill Gates dit être le code qui lui a procuré le plus de plaisir, ça fonctionne. C'est un instant décisif pour l'avenir de l'informatique. Nous n'avons pas immédiatement saisi l'importance de cet événement, mais nous nous sommes vite aperçus que les garçons venaient d'accomplir quelque chose de capital. Cet épisode transforme la vie du jeune homme de 19 ans. Durant l'été 1975, Paul Allen et lui fondent Microsoft.
Leur collaboration avec Ed Roberts est si accaparante que Bill quitte Harvard juste avant d'entreprendre sa dernière année et déménage à Albuquerque. Cette décision déçoit profondément sa mère. Nous lui avons dit que nous avions économisé de l'argent pour l'aider à aller à l'école, mais que dans ces conditions, nous ferions un autre usage de ces économies. Il a dit que de toute façon, s'il devait un jour recommencer l'école, il pourrait sûrement en assumer lui-même les frais. Bill est convaincu d'avoir pris la bonne décision, même si tout n'a pas été facile. À l'époque, les utilisateurs d'ordinateurs personnels considèrent qu'ils n'ont pas à payer pour se procurer des logiciels. Bill n'est pas d'accord avec ces pratiques. La plupart des étudiants agissaient de la sorte. Bill allait à contre-courant en leur disant « Ne volez pas ces produits, nous les avons créés et ils nous appartiennent ». Il se retrouvait seul à lutter contre le piratage informatique. Gates expose son opinion dans une lettre ouverte adressée aux amateurs d'informatique. Il déclare « Ce n'est pas un secret, nombreux sont ceux qui volent les logiciels plutôt que de les payer. On paye volontiers pour le matériel, mais on préfère copier les logiciels. » Il importe peu que les créateurs de ces produits soient payés pour leur travail. Est-ce juste? Ceux qui persistent dans cette voie le regretteront un jour. Il avait une réputation de rebelle. Il défendait des idées très différentes de celles qui avaient cours à l'époque. Je ne sais pas où en serait l'industrie des logiciels actuellement si quelqu'un, un jour, n'avait pas défendu de telles convictions. Bill vit aussi de sérieuses tensions avec Ed Roberts, qui le considère comme un enfant gâté et odieux. Ils ne s'entendent sur presque rien. Roberts est un adversaire redoutable. Ed Roberts était très grand et costaud. Il devait peser autour de 135 kilos. Bill Gates, qui a fondé Microsoft à 19 ans, en paraissait 13. Mais il tenait tête à ce colosse et il n'avait pas peur de l'affronter, parfois dans de violentes disputes. Une dernière confrontation survient en mai 1977 quand Roberts vend son entreprise. Gates doit intenter un procès pour préserver le logiciel que Paul Allen et lui ont créé. Il en sort victorieux. We take a hard line on software. Microsoft crée de nouveaux logiciels. Gates et Allen commencent à vendre leurs produits à d'autres entreprises et à la fin de 1978, les ventes atteignent environ 670 000 $ américains. Il quitte Albuquerque pour installer Microsoft à Seattle. Bill est heureux de revenir à la maison et son entreprise ajoute rapidement d'autres cordes à son arc. We always design with the future in mind. Our research people are always tracking the latest in hardware and software technology. Bill Gates était le véritable génie du marketing chez Microsoft. Dès le début, il se promenait dans le but de faire connaître sa compagnie et ses logiciels. Sa mère l'accompagnait souvent. La mère de Bill, très respectée, a de nombreux contacts et jouera un grand rôle dans le développement du marché des logiciels. Mary était membre de plusieurs conseils d'administration, dont celui de l'Université de Washington. Elle était aussi membre du Conseil national de United Way avec le directeur général de IBM. C'est grâce à elle que son fils a rencontré ce dernier. What would your ideal home computer be like? En novembre 1980, IBM fait appel à Microsoft, encore novice. Le plus grand fabricant d'ordinateurs du monde voudrait que Gates et Allen développent un système d'exploitation pour leur nouvelle ligne d'ordinateurs personnels. À leur première rencontre, IBM sous-estime Bill Gates. Il était si mince et avait une telle tignasse. Cela lui donnait un air juvénile, décontracté. Les gens n'avaient pas tendance à le considérer comme un homme d'affaires sérieux. Chez IBM, on constate bientôt que Gates n'a rien d'un débutant. Il convainc rapidement les têtes dirigeantes que Microsoft peut fournir le logiciel en question. Il achète un système d'exploitation déjà existant, puis l'adapte à l'ordinateur de IBM. Il le nomme MS-DOS. Bill Gates, comme cela lui est souvent arrivé, a agi en homme d'affaires astucieux. Il a simplement acheté un système d'exploitation pour 50 000 $ américains.
Mais là où il a été brillant, c'est quand IBM a voulu acheter le code nécessaire à l'installation du système. Microsoft a refusé d'en céder les droits. Ne possédant pas les droits du système d'exploitation, IBM doit payer des frais à Microsoft pour chacune des copies de DOS installées dans ses ordinateurs. D'autres compagnies ajoutent l'ordinateur personnel à leurs produits à un coût moindre que celui que propose IBM. Microsoft leur vend le même système d'exploitation. À l'époque, plusieurs ordinateurs apparaissaient sur le marché. J'ignore qui aura la plus grande part du marché des ordinateurs, mais Microsoft a une longueur d'avance dans l'industrie des logiciels. Entre 1978 et 1981, l'expansion de Microsoft est stupéfiante. L'entreprise a débuté avec 13 employés et en compte à présent 128. Ses revenus sont passés de 4 à 16 millions de dollars américains. En 1983, 30% des ordinateurs à travers le monde utilisent le logiciel de Microsoft. Malgré tout, Gates ne perd jamais de vue ses objectifs. Il ne voyageait jamais en première classe, sauf en cas d'absolue nécessité. On le voyait souvent en classe économique, une couverture sur la tête, pour arriver à dormir un peu. Ses parents lui ont transmis la valeur de l'argent et du travail. Cela l'a influencé non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa gestion de Microsoft. Le début des années 80 constitue une période exaltante pour une industrie dont les leaders ont pratiquement tous moins de 30 ans. Microsoft crée des logiciels pour des compagnies avant-gardistes comme Apple, dirigée par Steve Jobs. Apple offre les ordinateurs et logiciels Macintosh, qui sont conviviaux et ingénieux. Pour plusieurs, c'est l'entreprise de l'avenir. To create a new standard, it takes something that's really new and really captures people's imagination. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. Peu après ceci, Microsoft et Apple se retrouvent face à face dans un affrontement âpre. Au même moment, l'ami et associé de Bill Gates livre une bataille toute personnelle. Regardez Les Hommes de Science à Biographie. Pierre est en retard. Il n'arrivera jamais à destination. Il a oublié, comme on oublie trop souvent, que rouler au-dessus de la limite permise pour gagner quelques minutes, c'est risquer sa vie. Toute une vie pour quelques malheureuses petites minutes. Hélène a demandé à la caisse 2 s'il vous plaît. Hélène, la caisse 2. C'est fini avec Eddie? Oui, il est fini. Délicieux. Avez-vous vu le nouveau gars dans mon groupe? C'est un beau bonhomme, je vous le dis. Oh, viens voir maman, bébé. Chips et salsa Tostitos. Plongez dedans, laissez-vous aller. Qu'est-ce que votre futur vous réserve? Faites un saut dans le futur. Chez Future Shop. La technologie d'aujourd'hui aux plus batteries garanties. Future Shop, vous sauverez sur votre futur vous réserve. En magasin et en ligne. Salut, c'est John. Regarde ce qu'un ami m'a fait découvrir l'autre jour en camping. Tu prends une lampe de poche, puis une Sleeman, puis check ça mon homme. Wow! C'est tout assez flyé. Check ça les bouts. C'est tigidou, mon minou. On ferme, on ouvre. Hey, tout va flasher au camping avec ça. D'ici là, bon Sleeman. J'espère que notre bière va vous plaire. 3, 2, 1. Ignition.
thèse de Bell est à 21,50 $ par usager. Maintenant, tous les employés peuvent être en ligne. Regardez Les Hommes de Science à Biographie. En 1983, l'avenir ne pourrait être plus reluisant pour Microsoft et le jeune Bill Gates, alors âgé de 28 ans. L'industrie de l'ordinateur personnel est en plein essor et les logiciels en demande croissante. Bill Gates et Paul Allen apparaissent comme les princes de l'ère du micro-ordinateur. Cette réussite spectaculaire est assombrie quand Allen apprend qu'il souffre de la maladie d'Hodgkin's, une forme de cancer. Cela a changé sa façon de voir les choses. Bill avait toujours été très exigeant. D'une certaine façon, cela lui a permis de s'ouvrir davantage à ce que les gens pouvaient vivre. Allen profite d'une rémission l'année suivante. Toutefois, il ne s'impliquera plus jamais autant dans les activités quotidiennes de Microsoft. Les deux jeunes hommes ont créé une entreprise dont le rayonnement est mondial et ils ont fait des millions de dollars. Pour eux, c'est la fin d'une époque. L'histoire saura nous démontrer que leur association a été incroyablement dynamique. Je les comparerais aux Beatles, à Lennon et McCartney. Les chansons qu'ils ont écrites ensemble demeureront celles qui ont marqué les gens. Seuls, ils en ont fait de magnifiques aussi, et on les entend encore. Mais c'est réunis qu'ils ont créé leurs œuvres les plus remarquables. C'est aussi valable pour Paul et Bill. En 1984, Bill Gates est seul à la barre de Microsoft. Le magazine Time du mois d'avril voit en lui le représentant des nouveaux hommes d'affaires qui savent s'intéresser à la fois aux rouages de la technologie et aux stratégies commerciales. Quand on travaille avec Bill, on constate rapidement qu'il regarde toujours tous les aspects d'une situation. Il se questionne sur chaque détail. Il dresse ni plus ni moins une liste de tout ce qui pourrait survenir de façon très structurée, puis il en examine chaque élément. On pourrait comparer Microsoft à un camp de mathématiques. Gates prône un style de gestion qui demeure créatif. Il déclenche parfois des affrontements orageux. À ses débuts, Gates remettait tout en question. Il lui arrivait de dire à des gens qui soumettaient des idées qu'il s'agissait de la pire stupidité qu'il ait jamais entendue. Il cherchait en quelque sorte à les mettre à l'épreuve. Il les poussait à lui prouver que leur idée n'était pas stupide. Gates croit qu'il est nécessaire de démontrer la validité de chaque idée afin de demeurer les meilleurs dans un domaine en constante évolution. Il s'entoure d'une équipe qui partage cette vision. Quand on travaille à la création d'un nouveau logiciel, on ne dort pas. L'adjointe de Bill, Miriam Lubow, a une anecdote à propos de celui-ci. Elle venait d'être engagée et un matin, elle est arrivée au travail et a aperçu un homme allongé sous un bureau. Elle a songé à contacter la police, mais il s'agissait en fait de Bill. Les efforts sont récompensés. En 1985, Microsoft connaît un chiffre d'affaires de 140 millions de dollars américains. Un tel rythme de travail ne permet pas à Bill d'avoir une vie sociale très riche. Il fréquentera cependant une jeune fille, Jill Bennett. Elle m'a raconté qu'il s'avérait difficile de vivre une relation avec quelqu'un capable de travailler 3 jours consécutifs sans dormir. Il arrivait souvent épuisé chez elle. Il pouvait discuter avec elle, songer à la création de logiciels et faire autre chose en même temps. Elle le trouvait fascinant. La naissance d'un nouveau produit justifie ce dur labeur. En 1986, Gates présente Windows, qui deviendra la carte de visite de Microsoft. Des critiques remarquent qu'en raison de l'utilisation de la souris et des icônes, le programme ressemble beaucoup au système d'exploitation du Macintosh de Apple. If you know how to point, you already know how to use it. Macintosh, the computer for the rest of us. Les dirigeants de Apple avaient permis à Gates d'accéder à leur matériel alors qu'ils travaillaient à la création d'un logiciel pour le Macintosh. Il leur avait conseillé de faire breveter leurs produits. Mais plus intéressés par la vente d'ordinateurs que par les logiciels, ils avaient ignoré la suggestion. Une fois de plus, Gates a tiré profit de la situation. Dans ce domaine, nous collaborons, mais nous sommes également en compétition.
Un jour, nous discutions, Bill et moi. Il m'a dit, « Tu sais, je suis un compétiteur malgré notre amitié. Ne me donne pas une information si tu ne veux pas que je l'utilise contre toi. Si tu me dis quelque chose qui peut m'être utile, je ne l'ignorerai pas. » Furieuse, Apple décide que ça ne se passera pas ainsi et menace de poursuivre Microsoft en justice à propos de Windows. Gates réplique qu'il cessera de fournir à Apple les logiciels dont elle a besoin. Microsoft sort victorieuse de l'incident. Microsoft finit par démontrer que, malgré les similarités qu'on observe d'abord, chaque fonction de Windows diffère nettement de celle de Macintosh. La première version de Windows n'est pas parfaite, mais elle constitue un bon point de départ pour l'entreprise. Elle amène aussi de l'eau au moulin. En 1986, Bill Gates inscrit son entreprise à la bourse. Il détient 45% des actions. À 31 ans, il est milliardaire. Cela ne le rendra toutefois jamais complaisant. Il ne veut pas échouer. Il ne peut supporter que la compétition le devance. Et il tient à s'assurer que Microsoft demeure au sommet. Ça l'obsède. Et ça fait probablement de lui le compétiteur le plus redoutable qui soit dans le domaine de l'ordinateur personnel. On a tendance à le qualifier d'impitoyable et certains se liguent contre lui. IBM refait surface et compte éliminer Microsoft pour de bon. En 1987, Bill Gates est l'un des plus jeunes milliardaires du monde et Microsoft semble avoir le champ libre en ce qui concerne la création de logiciels pour les ordinateurs personnels. Gates s'apprête pourtant à traverser une crise. La demande pour les ordinateurs personnels est sans cesse croissante et IBM lance son propre système d'exploitation. Elle remplace DOS, le système de Microsoft, par OS/2. Nous étions préoccupés. Nous voulions tenir le coup. En fait, la difficulté était de taille. IBM était très puissante et elle avait énormément de clients et d'argent. Elle aurait pu éliminer Microsoft de l'industrie des systèmes d'exploitation. Ironie du sort, Microsoft a participé au développement de OS/2. Gates n'est toutefois pas prêt à abandonner son propre produit. Il décide de miser l'avenir de sa compagnie, de même que sa réputation sur Windows, même si cela signifie la perte de IBM, leur plus gros client. Son équipe travaille continuellement à améliorer le produit et le 22 mai 1990, Microsoft lance Windows 3.0. Cette version nouvelle et améliorée a un énorme succès. La clientèle finit par se désintéresser d'OS/2, ce qui laisse la place à Microsoft dans la distribution de systèmes d'exploitation. À la même époque, la Commission fédérale du commerce s'intéresse à certaines plaintes. On accuse Gates d'utiliser sa suprématie pour éliminer la compétition en baissant les prix de ses produits. Il semblerait que l'imperturbable président de Microsoft se soit forgé une image de prédateur. Bill Gates n'est pas méchant, mais il veut gagner. Il veut gagner avec élégance ou non. On ne reproche pas seulement à Microsoft de baisser ses prix. En 1993, le ministère de la Justice enquête à son tour. Il s'intéresse à des plaintes concernant des frais que la compagnie charge aux fabricants d'ordinateurs selon le nombre d'appareils vendus. Microsoft en chargerait même pour des ordinateurs qui n'utilisent pas son logiciel. Microsoft a fait payer son logiciel à des manufacturiers, qu'il ait été installé ou non dans leurs ordinateurs. La compétition ne peut pas pénétrer le marché dans ces circonstances. The Justice Department has charged Microsoft, the world's largest software company, with using unfair marketing and contracting practices. En juillet 1994, Microsoft accepte d'éliminer ses frais et le ministère de la Justice abandonne ses accusations. Gates n'admettra jamais le monopole de Microsoft et soutient qu'il arrive simplement à offrir de meilleurs logiciels à plus bas prix. I mean, we're not like an alligator. We don't go around and eat things. I mean, we come out with these little boxes, these nice little software packages, and you stick them in your computer, and you either have fun using it, and it helps you get things done, or not.
La question n'est pas aussi simple pour les investisseurs. Les récents conflits avec le gouvernement, IBM ou Apple, ont contribué à diminuer la valeur des actions de Microsoft. La pression est forte et la prochaine version de Windows attendue de pied ferme. Gates arrive à détendre l'atmosphère avec originalité. Il apparaît dans des publicités télévisées de Microsoft avec Steve Ballmer, le président de la compagnie. Il fait des entrées spectaculaires quand il représente Microsoft dans des congrès. Il lui est arrivé d'apparaître déguisé en Monsieur Spock de l'émission Star Trek. Gates organise aussi les micro-jeux. Ce sont des compétitions un peu chaotiques auxquelles participent les employés. Cela rappelle celles qu'organisait la famille Gates au canal Hood. Cela se déroulait chez lui et ressemblait à un camp de vacances pour adultes. Il prenait des mois à planifier quels seraient les jeux. Il en était le maître de cérémonie. C'est lui qui formait les équipes avec soin en fonction des capacités des gens et des relations qu'ils entretenaient. Nous participions comme dans un camp de vacances. C'est à ces jeux que j'ai rencontré Melinda pour la première fois. Melinda French, 28 ans, est diplômée de Duke. Elle possède un MBA et elle occupe un poste de cadre depuis plusieurs années chez Microsoft. Il apparaît de plus en plus clair pour la famille et les amis de Bill qu'à 37 ans, il a trouvé la femme qui l'épouserait. Ils se sont fréquentés un certain temps avant de se marier. Je les vois ensemble depuis des années. Ils entretiennent une relation très spéciale. Leur intimité et leurs affinités intellectuelles sont électrisantes. C'est une personne fabuleuse. Elle est parfaite pour lui. Elle est très intelligente et organisée. Elle le soutient beaucoup et accorde énormément d'importance à la vie de famille. Bill et Melinda s'épousent à Hawaï le 1er janvier 1994. La veille de la cérémonie, Bill lui offre une sérénade. Willie Nelson a chanté pour eux la veille du mariage. Bill s'est levé et a dit « Vous savez, j'aime profondément Melinda et je voudrais lui chanter quelques chansons ce soir. Je n'ai pas ce talent, alors j'ai demandé à un ami de le faire pour moi. Ça a été une belle surprise. » Bill trouve en Melinda une compagne qui comprend tout l'engagement que la présidence de Microsoft suppose. Elle est consciente de ses obligations professionnelles. Quelques mois seulement après le mariage, le bonheur de Bill, qui rejaillit sur sa famille, est brusquement assombri. Mary, sa mère et sa plus grande alliée, apprend qu'elle a le cancer du sein. Elle meurt le 10 juin 1994 au petit matin. Bill se précipite à son chevet. Il était en route pour la maison cette nuit-là, quand un policier l'a arrêté pour excès de vitesse. Bien sûr, il l'a reconnu. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'on l'appréhendait parce qu'il allait trop vite. Il lui a demandé « Que se passe-t-il » Bill était en larmes. Il a dit à l'agent « Eh bien, ma mère vient tout juste de mourir. » Le policier lui a dit « Allez-y, mais s'il vous plaît, ralentissez un peu. » La mort de sa mère l'a beaucoup affecté, comme nous tous d'ailleurs. Au cours des années suivantes, Bill poursuit ce que sa mère a commencé. Il crée un organisme de bienfaisance. Gates est milliardaire et très puissant et Microsoft domine nettement le marché. Mais le gouvernement considère qu'il est temps de mettre un frein à tout ceci. Regardez Les Hommes de Science à Biographie. Hey, Pat. Oui? Bill Gates a commencé une nouvelle vie à la suite de son mariage. Avec Melinda, il prend le temps de découvrir le monde de l'Afrique jusqu'en Chine. Bill Gates semble vraiment avoir tout réussi. This is a man so successful, his chauffeur is Ross Perot, ladies and gentlemen. Please welcome Bill Gates and the Bill Gates Dancers.
1995 est aussi une excellente année pour Microsoft. Windows 95 fait une apparition spectaculaire sur le marché. L'animateur du Tonight Show, Jay Leno, fait un grand battage publicitaire pour promouvoir le logiciel. Windows 95 is so easy, even a talk show host can figure it out. De toute évidence, Gates demeure le meilleur représentant de Microsoft. Mais bientôt, un événement important détourne son attention. Le 26 avril 1996, Bill et Melinda accueillent leur premier enfant, une fille, Jennifer. Il adore cette fillette. C'est merveilleux de le voir. J'éprouve une immense satisfaction à observer mon fils vivre avec son enfant, ce que j'ai vécu avec ses sœurs et lui. À 42 ans, Bill Gates est devenu un symbole de l'establishment américain. C'est l'homme le plus riche du monde. Son actif net dépasse les 50 milliards de dollars américains. Il fait partie d'une élite puissante, comptant des gens comme le président Bill Clinton, qui partage son intérêt tout nouveau pour le golf. Les Gates n'ont jamais cherché à éblouir avec leur richesse, mais Bill dépense une somme considérable pour son confort. En 1997, avec son épouse et sa fille, il emménage dans une maison de rêve de 54 millions de dollars américains. Outre les pièces servant à la famille et aux invités, il y a une bibliothèque où l'on peut trouver le cahier de notes de Léonard de Vinci. Gates a payé ce dernier plus de 30 millions de dollars. La résidence sert à des fins professionnelles, mais pour la famille Gates, c'est seulement la maison. Cette maison est très familiale et chaleureuse. Je me souviens de la première fois que j'y suis allée. Il y avait de petits jouets ici et là à travers la maison. Ce n'est pas une résidence aseptisée où l'on n'ose jamais s'asseoir quelque part. Gates habite une résidence luxueuse, mais il n'a pas perdu le sens de l'implication que Mary Gates lui a transmis. Il s'engage à verser une part importante de sa fortune par le biais des fondations William H. Gates. Son épouse et son père l'assistent dans ses démarches. Il donne 200 millions de dollars américains à diverses bibliothèques du pays pour l'achat d'ordinateurs afin de permettre à des gens d'avoir accès à ce qu'ils passionnent tant. Tout le monde n'a pas accès à un ordinateur dans ce pays. Il conçoit que le fait d'offrir une telle possibilité aux citoyens, qu'ils aient 12 ou 92 ans, peut leur permettre de se découvrir une passion, comme ça a été le cas pour lui à Lakeside. Gates et sa famille donnent aussi environ 800 millions de dollars américains pour soutenir des projets scolaires ainsi que la recherche médicale. On lui reproche toutefois de ne pas donner plus de temps et d'argent à des œuvres charitables. Mais à 42 ans, Gates n'est pas prêt d'abandonner le gouvernail de Microsoft. Cette industrie est en changement perpétuel. C'est le jeu idéal, il ne se termine jamais. On ne peut pas s'asseoir et se détendre. En 1997, Gates s'aperçoit en effet qu'il ne s'implique pas assez dans le marché de l'Internet en pleine expansion. Netscape domine les ventes des logiciels de navigation. Netscape et AOL offrent de nouveaux services. D'une certaine façon, Bill s'est senti revivre grâce à Internet. Il y avait soudain un nouveau monde à conquérir. Gates veut rejoindre Netscape en fournissant Explorer, son logiciel de navigation, avec chaque copie de Windows. Ce geste sera interprété comme une tentative pour éliminer son principal rival. Quand Microsoft choisit de nuire à Netscape ou à tout autre compétiteur, le consommateur ne se trouve pas devant un choix équitable. Quand cela se produit, le marché ne fonctionne pas adéquatement. On dépeint Gates comme un tyran sur certains sites Internet. Sa compagnie contrôle 95% des systèmes d'exploitation du monde. Plusieurs usagers croient qu'il empêche de meilleurs produits de s'introduire dans le marché. En mars 1998, Bill Gates est appelé au Sénat où il a un jour travaillé comme coursier. Une fois de plus, on l'accuse d'exercer un monopole illégal. And the electronic marketplace, Microsoft has the power today to exercise predatory and exclusionary control over the very means by which we access this internet. It's a lot like General Motors having the ability to dictate what type of gasoline you put in your car or what interstate you can drive on or even how you get on the interstate. Malgré ces accusations, une injonction antérieure qui empêchait Microsoft de fournir Explorer avec Windows 98 est révoquée. Mais Gates n'est pas au bout de ses peines.
En mai 1998, le ministère de la Justice ainsi que 20 États intentent un procès contre Microsoft. Ce genre de cause peut durer des années et le jeune PDG est déjà très affecté par l'enquête en cours. Je pense que ça a été un coup très dur pour Bill. J'ai vu à quel point il était affecté par cela, tout comme je le serais d'ailleurs. Il m'est arrivé une fois de subir une telle enquête et c'était terrible. Je peux imaginer que dans son cas, c'était bien pire qu'une vérification du fisc. Si Gates est blessé par les attaques que Microsoft subit, il est toujours debout et son entreprise prend encore de l'expansion. En 1996, il fait une première incursion dans le domaine de la télévision avec MSNBC, une chaîne qui diffuse des nouvelles 24 heures par jour. Il possède à présent la plus importante collection de photographies et d'œuvres d'art numérisées. Il a aussi eu l'occasion de mettre l'informatique au service du divertissement avec de grands Manitou du cinéma comme Steven Spielberg. Bill Gates est toujours dans la course. L'histoire saura peut-être nous dire s'il cherche à avoir le monopole à tout prix ou s'il n'a fait que construire une meilleure souricière. Quand les historiens et les biographes se pencheront sur le XXe siècle, ils parleront de Bill Gates comme du plus grand homme d'affaires de ce siècle et classeront Microsoft parmi les meilleures compagnies de l'époque. Il est impressionnant de constater tout ce que cette entreprise a accompli en si peu de temps. C'est l'histoire d'une des grandes réussites du XXe siècle.